L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout d'abord, les titres. Le président américain Barack Obama entame ce mercredi sa tournée africaine. Première étape, le Sénégal, où il doit atterrir dans quelques minutes à l'aéroport Sédar Senghor de Dakar. On sera tout à l'heure en ligne avec notre correspondante Louise Tina Sagnan pour parler de cette visite. Le monde a célébré ce 26 juin la journée internationale de lutte contre la drogue destinée à sensibiliser les populations aux risques encourus lors de la consommation de ces substances. Nous serons au Sénégal et au Niger. Nelson Mandela, toujours dans un état critique, les proches du héros de la lutte contre l'apartheid se succèdent à son chevet. C'est toute l'Afrique du Sud qui retient son souffle. Renouer les liens, rattraper le temps perdu, c'est l'ambition de Barack Obama qui entame sa première tournée en Afrique jusqu'au 3 juillet prochain. Le patron de la Maison-Blanche va délivrer son message en Afrique du Sud, en Tanzanie, mais tout d'abord le Sénégal qui lui réserve un accueil en grande pompe. Dernier préparatif à l'aéroport de Dakar, c'est ici que se posera dans quelques heures l'avion Air Force One du président américain. Barack Obama, qui ne devrait faire aucune déclaration, sera accueilli à son arrivée par Macky Sall, une visite de 2 jours qui suscite beaucoup d'espoir dans le pays. Moi, je dirais que ça va apporter quelque chose sur le plan diplomatique, dans la mesure où ça va permettre au Sénégal d'être une référence sur le plan africain, que quand le président américain vient quelque part, cela veut dire que c'est une consécration, quelque part une consécration pour la démocratie, aussi pour la bonne gouvernance. Après Bill Clinton et George Bush, Barack Obama sera donc le 3e président américain à fouler le sol sénégalais. Objectif, rappeler et renouveler l'intérêt des États-Unis pour le continent. Je pense que pendant ces 4 dernières années, les États-Unis ont perdu du terrain en Afrique. D'autres pays, la Chine en tête, se sont beaucoup plus engagés. Les États-Unis ont tendance à voir l'Afrique comme un lieu de problème, un endroit qui a besoin d'aide. Mais je pense que ça a changé maintenant. Les Africains cherchent et veulent que les États-Unis voient l'Afrique comme un lieu d'opportunité où l'on peut faire de l'argent, des investissements et des affaires. Barack Obama, qui va passer une semaine en Afrique, est également attendu en Tanzanie. Aucune étape, en revanche, n'est prévue au Kenya. Enfin, l'état de santé critique de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela pourrait modifier son agenda. Et justement, l'avion de Barack Obama doit atterrir dans quelques minutes à l'aéroport Sédar Senghor de Dakar pour parler de cette arrivée. Nous sommes en ligne avec notre correspondante Louise Tina Sagnan depuis Dakar. Bonsoir Louise. Alors Louise, à quelques minutes de cette arrivée de Barack Obama, quelle est l'ambiance qui prévaut présentement à Dakar? Voilà, tout à fait. L'arrivée du président américain à Dakar est prévue à 20h30. Heure locale, ici à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Il faut noter qu'un important dispositif sécuritaire est déployé à la hauteur de l'invité. Il faut relever donc également que la télévision nationale sénégalaise a l'exclusivité de la retransmission en direct depuis le tarmac. On signale que la RTS met à la disposition des chaînes privées. Aussi, près de 400 professionnels de l'information, journalistes, caméramans, photographes, ont donc été accrédités pour la couverture de cette visite officielle du président américain. Alors Louise, qu'est-ce qui est prévu demain entre Macky Sall et son homologue américain? Voilà, donc Barack Obama aura un agenda assez chargé. À son arrivée à l'aéroport, il sera accueilli par le chef de l'État, Macky Sall. Il ira directement à son hôtel par la suite. Et demain, Obama animera une conférence de presse avec son homologue sénégalais. Au Palais de la République, il visitera ensuite l'île de Gorée avant d'avoir une réunion avec la société civile. Il se rendra aussi à la Cour suprême où il va rencontrer les responsables des juridictions de 6 pays africains.
Son épouse, Michelle Obama, est quant à elle attendue au collège Martin Luther King en compagnie de la première dame sénégalaise. Voilà en somme pour l'instant ce qu'on peut dire en attendant de poursuivre le déroulement du programme du président américain. Merci Louise pour toutes ces précisions. Nous restons toujours au Sénégal avec cette commission mixte sénégalo-marocaine, un cadre de concertation entre les deux pays pour faire le point sur leur coopération. Les relations sont au beau fixe et bientôt le président sénégalais effectuera une visite au Maroc. Écoutons à ce propos le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Saad El Othmani, au micro de Mamadou Djei. Dans cette commission mixte, bien sûr, il y a deux niveaux au niveau du travail, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'évaluation des relations bilatérales, qui sont bien sûr excellentes, mais on doit faire une évaluation pour améliorer encore plus. Deuxièmement, il y a la signature de certains accords. Peut-être on va signer 5 accords au moins. Il y a d'abord le secteur de la sécurité, il y a un accord sur la sécurité. Il y a un accord sur au niveau du transport, mais c'est un accord administratif, ce qui concerne le transport. Il y a un accord, un mémorandum d'application d'un accord, d'un ancien accord au niveau culturel, de la coopération culturelle. Et il y a aussi un mémorandum d'entente en ce qui concerne la gestion de la communauté marocaine au Sénégal et la communauté sénégalaise au Maroc. 30 kilos de cocaïne et une importante quantité de chanvre indien, c'est ce qui a été incinéré dans le cadre de la 26e semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation sur les drogues au Sénégal. L'événement s'est déroulé sous le regard vigilant de nos correspondants à Dakar, Mamadou Djei et Mbenda Mbaye. La sensibilisation par l'action, c'est ce qu'il faut comprendre à travers cet acte symbolique d'incinération de cocaïne et de chanvre indien. Le ministre de l'Intérieur qui a dirigé l'opération en a profité pour faire le point sur la situation de la lutte contre les drogues dans le pays. Les statistiques, vous les avez entendues tout à l'heure. Et ces données, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est Dakar quand même qui est dans le peloton de tête, du point de vue trafic et usage de drogue. Cette semaine de sensibilisation a pour objectif, n'est-ce pas, d'aller jusque dans les coins les plus reculés du Sénégal pour porter le message, pour dire attention, la drogue, c'est extrêmement mauvais pour la santé, ça ruine notre capitale jeunesse, ça ruine la santé de nos femmes qui sont justement considérées comme les couches les plus vulnérables. Les services de sécurité ont besoin de plus de moyens pour faire face à la menace, une doléance qui n'est point tombée dans l'oreille d'un sourd. Il faut rappeler que c'est l'ensemble des services de police, de gendarmerie, de douane qui contribuent à cette lutte-là. Et donc il y a des unités spécialisées, on s'efforce de les doter de moyens conséquents pour arriver à éradiquer ce fléau, ou au moins, en tout cas, réduire considérablement l'impact de ce fléau-là. Autre message à l'occasion de cette semaine de sensibilisation est que la lutte interpelle tout un chacun. Pour l'autorité, le fléau porte atteinte non seulement à la santé publique, mais également à toute l'économie. Au Niger également, cette journée internationale de lutte contre la drogue a été célébrée. À cette occasion, une importante quantité de drogue saisie a été incinérée également. Un constat est pourtant palpable. Le pays dispose de faibles moyens pour faire face au trafic illicite et à la consommation de drogues qui touchent les jeunes de 18 à 29 ans. Aboubakar Sarki et Razak Abash. Au Niger, ce sont 464,589 kg et 776 cornets de cannabis, 5,509 kg et 141 cornets de cocaïne, 4,500 kg de méthamphétamine, 1,572 kg de poudre d'amphétamine et 2 094 771 comprimés de fédrine,
phénobarbital qui ont été incinérés en commémoration à cette journée. Cette importante quantité de drogue saisie par les forces de défense et de sécurité sur la période d'une année illustre parfaitement la présence d'un trafic illicite et d'une consommation de drogue au Niger. J'ai justement souligné la menace grave que constituent les substances illicites et les drogues pour notre jeunesse, notamment les 18-29 ans qui sont considérés comme les plus grands consommateurs ou pour mieux dire les principales victimes de ces substances-là. Le pays dispose de faibles moyens dans sa lutte contre le trafic illicite de drogue. Alors que le fléau gagne du terrain, la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue réclame plus de moyens pour mener à bien ses activités. Malgré tous ces objectifs et un cadre juridique approprié, le rôle de la Commission se limite, faute de moyens, à la commémoration chaque année de la journée du 26 juin. L'État nigérien a d'ores et déjà annoncé l'élaboration d'un programme gouvernemental pour la réinsertion des jeunes drogués. Au Mali, l'Union pour la République et la démocratie, URD, continue de remobiliser ses troupes. Depuis le début de la semaine, le candidat investi du parti, Soumaïla Cissé, et sa délégation sillonnent l'Afrique centrale pour aller à la rencontre des Maliens de la diaspora avec plusieurs messages. Envoyés spéciaux, Aminata Mariko et Moussa Bari. Escorte de la gendarmerie nationale, des haies d'honneur sur des centaines de mètres composés de milliers de Maliens, c'est un accueil jamais réservé à un homme politique selon les ressortissants que Soumaïla Cissé a eu droit à son arrivée au Gabon ce lundi. Venu échanger avec ses partisans et ses compatriotes jusque-là sceptiques. Place au meeting, tout en uniforme, les militantes ont pris place dans un chapiteau de plus de 6500 places assises loué à 34 millions CFA pour l'occasion par le président de la section gabonaise. Dans son adresse à la population malienne en Bambara, l'invité du jour a pris le temps de revenir sur la crise qui secoue le Mali, les enjeux des prochaines échéances électorales, les préoccupations de la diaspora, 500 000 emplois pour les jeunes et un quota pour les femmes à l'Assemblée, entre autres passages de son projet de société. Ni tara yɔrɔ min na I k'i tulomajɔ ni tara yɔrɔ min na I ka kɔlɔsili kɛ ni tara yɔrɔ min na I ni maliyɛnw ka kuma I k'a dɔn ka haminako ye mun ye denmisɛnninw hami a bɛ faw la a bɛ baw la a bɛ denmisɛnninw yɛrɛ la o de kama an kan k'a lajɛ jamana o jamana an y'o faamu an ka ɲɔgɔn faamu an ka kotɔ ɲɔgɔn ta la an ka kɛ teri ye pour que baara ka nɔgɔya aw ye aw ka haminako caman ka bɔ a la. Soumaïla Cissé a demandé aux uns et aux autres de se souvenir de la date du 28 juin prochain, important selon lui pour l'avenir des Mali en crise. Des explications qui sont favorablement reçues à l'applaudimètre par l'assistance, car tous affirment que l'équation est simple. Assurer la victoire à l'icône de l'URD dès le premier tour, seul choix indispensable pour le Mali selon les fidèles du candidat. Nous souhaitons également que l'économie soit assainie, lutter contre la corruption à tous les niveaux, réhabiliter l'école, la fonction publique qui est chancelante, la justice sociale, un climat économique pour élever le pouvoir d'achat des Maliens. Une conférence de presse a bouclé la journée au cours de laquelle la tenue des élections jugées prématurées par les hommes de médias, les ambitions de Soumaïla Cissé, le cas Kidal et son projet de société ont été entre autres questions abordées par la presse que l'invité du jour a amplement répondu. Bamako abritera du 29 au 30 juin prochain la 5e édition de la rencontre internationale sur le dialogue islamo-chrétien. En prélude à l'événement, les organisateurs ont animé hier une conférence de presse. Les représentants de 23 pays d'Afrique et du monde participeront à cette rencontre dont le thème central est promouvoir les valeurs ethniques et spirituelles communes aux communautés chrétiennes et musulmanes du Mali et d'Afrique, défis et perspectives. Pour plus de précision, écoutons l'imam Mahamoud Diallo, président de l'association malienne pour la paix et le salut. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de problème entre les religions au Mali. Mais nous avons dit qu'il faut toujours prévenir, il ne faut pas attendre. Qui aurait cru qu'au Mali, des terroristes viendront
pour dire qu'ils vont apprendre l'islam aux Maliens. Donc vraiment, il faut prévenir, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on voit dans les autres pays n'est pas rassurant. Donc nous avons dit qu'il faut anticiper les choses. Il ne faut pas attendre que le problème arrive pour chercher à trouver des solutions. Donc nous nous sommes dit qu'il est bon de prévenir. Il n'y a pas de problème, mais il faut anticiper. Il faut avec ces genres de réunions. Donc le thème de cette année est de promouvoir les valeurs et éthiques spirituelles communes aux communautés musulmanes et chrétiennes du Mali et d'Afrique. Défis et perspectives. Moderniser l'agriculture au Mali, c'est l'ambition que s'est affichée Amadou Sidibé. Pour atteindre ce défi, ce passionné de la terre procède actuellement à l'installation d'une serre d'un demi-hectare, un instrument de haute technologie dans le domaine de l'agriculture qui permettra la production de tomates et d'autres légumes et fruits durant toute l'année. Voyons à présent ces installations visitées par nos reporters Daouda Kamaté et Daouda Doumbia. La terre ne ment pas, c'est ce que l'on a coutume de dire. Voilà toute la motivation de Amadou Sidibé qui installe une serre d'un demi-hectare dans son champ. Constituée de métal et qui sera couverte de bâches, cette serre est dédiée au maraîchage. Ici, le promoteur envisage de produire de la tomate pour un rendement de 200 tonnes à l'hectare. La production des légumes a un caractère saisonnier. En hivernage, par exemple, il est compliqué d'avoir de la tomate, il n'y a pas de concombre. La salade, n'en parlons plus. Et donc, lors de mes voyages en Tunisie et au Maroc, j'ai remarqué que ces gens produisaient de la tomate sous serre toute l'année. J'ai donc demandé et obtenu une subvention de PCDA pour acquérir cette serre que vous voyez derrière moi, qui est en cours de construction avec la société israélienne Netafim, qui a envoyé un expert pour ce faire. Et dans un mois, Inch'Allah, on finit la construction de la serre et on s'attend à une production de 200 tonnes de tomates par saison. Financé à hauteur de 110 millions de francs CFA par le programme de diversification et de compétitivité agricole au Mali, PCDA, à travers la Banque mondiale, l'infrastructure qui allie à la fois technologie et modernité apporte une réponse aux problèmes récurrents d'approvisionnement des marchés urbains en légumes et fruits, et cela en toute saison de l'année. Le PCDA, c'est le programme compétitivité et diversification agricole. Ça sous-entend des filières qui ont une certaine valeur ajoutée, qui peuvent apporter cette question de compétitivité sur le marché local et international. Donc nous pensons que pour que ces filières soient compétitives, il faut une agriculture compétitive. Et ça passe par des actions de cette envergure, notamment les cultures sous serre, qui permettent de créer des conditions optimales pour faire une production intensive et rentable. Fort de son potentiel agricole, le Mali de plus en plus oriente tous ses efforts dans la modernisation de l'agriculture, ce qui suscitera l'engouement du secteur privé qui, malgré les risques, multiplie les initiatives pour faire de l'agriculture une véritable industrie. Nelson Mandela, toujours dans un état critique, je l'annonçais en début de journal. Hier, ses enfants et petits-enfants ont tenu un conseil des familles et prié pour que Madiba s'éteigne en paix. À Soweto, où il a vécu, on balance entre tristesse et fatalité. Soweto, le bidonville le plus connu au monde et un des plus grands, 1 million d'habitants. Le cœur du township, c'est ici, la gare des bus. Mais aujourd'hui encore, on a la tête ailleurs. On cherche les dernières nouvelles du héros sud-africain. Depuis 3 jours, son état jugé critique inquiète tout le monde, car on a toujours du mal à se résigner. Non, Mandela ne mourra jamais, il vivra, j'en suis certain. Il joue toujours un rôle dans ce pays. Parce qu'à chaque fois que l'on fait des choses, on sait que c'est lui qui les a initiées. Il nous a donné la liberté. Pour nous, Mandela, c'était Jésus-Christ. Parce que c'était très dur pendant l'apartheid. Je ne peux même pas imaginer qu'on m'annonce sa mort. Soweto, symbole de la lutte contre l'apartheid.
Alors évidemment, en ces moments d'attente angoissante, beaucoup se pressent autour de la maison qu'a occupée Nelson Mandela dans les années 50, juste avant son arrestation. Aujourd'hui, ce lieu est devenu un musée. Et même pour ces touristes américains, la visite a pris un tour particulier. Quand je suis parti il y a 2 jours, Mandela était dans tous les médias. Les jeunes, les vieux, à l'école, au boulot, tout le monde en parle. Au fond de cette maison modeste, le lit de Nelson Mandela. Mandela qui est déjà considéré comme un saint avant même sa disparition. Voilà une visite très attendue au Sénégal et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.